Ça y est, j'ai fini de corriger les L. Qu'est-ce que tu branles? Je fais une forteresse. Sujet glissant, miniature putaclic, je me prépare. Et pourquoi une forteresse en carton? C'est pour être raccord avec le scénario. Arrête! Il y a maintenant presque 2 mois est sortie une nouvelle série issue de l'univers de Tolkien et intitulée en français Les Anneaux de Pouvoir. Si vous êtes de ma génération, vous avez sûrement dû être bercé par la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, qui a apporté d'une façon magistrale l'œuvre littéraire sur le grand écran. Des décors somptueux, des costumes magnifiques, une musique inoubliable, et surtout une réalisation à couper le souffle. Ce n'est pas pour rien que ces films ont été nommés 30 fois aux Oscars, qu'ils en ont remporté 17, entre autres récompenses parmi toutes les compétitions du domaine. Personnellement, c'est cette trilogie de Peter Jackson qui m'a poussé vers l'univers de Tolkien, univers que aujourd'hui j'admire et que j'aime profondément. Je vais commencer par poser ici un petit disclaimer. J'admire l'œuvre de Tolkien, et pour autant je ne suis pas un fanatique de l'adaptation. Pour moi, lorsque je vais voir un film adapté d'une œuvre littéraire que je connais, je m'attends à avoir des surprises, je m'attends à ce que le réalisateur, les scénaristes, la photographie aient mis sa patte, que je vois quelque chose qui ne fasse pas que j'ai l'impression de lire l'œuvre. Je trouve ça important que les personnes qui sont en charge d'une adaptation puissent s'approprier à leur tour leur support de travail. Simple exemple avec la trilogie du Seigneur des Anneaux, qui est souvent repris en exemple par des fans un peu mécontents, les elfes au gouffre de Helm. Je n'y vois pas là une hérésie, au contraire, il y a une forme de surprise, on ne s'attend pas à cette arrivée dans le film, ça ne change pas grand chose à la consistance de l'histoire, et ça amène un petit plus de classe et de grandiose et de héroïque dans cette héroïque fantasy. Sans plus attendre, nous allons passer sur cette série des Anneaux de Pouvoir. Avant de rentrer dans les détails, je vais être honnête avec vous et vous dire clairement ce que j'en ai pensé. Si j'étais un vulgaire personnage, je dirais que c'est un boucaquet nauséabond d'idées foireuses, saupoudré d'un scénario apathique qui est aspergé comme ça aux yeux du spectateur. Mais comme je ne suis pas si vulgaire, c'est une longue suite de déceptions servies par un scénario sans aucun sens, porté par des personnages au charisme d'huître, et qui, dans l'expression Heroic Fantasy, a oublié un petit détail héroïque. Alors oui, dit comme ça, c'est un peu rude, mais je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. Alors tout d'abord l'argument, oui mais c'est bon, on nous sert quelque chose qu'on ne s'attendait pas à voir, on n'a pas beaucoup de représentations de l'œuvre de Tolkien au grand écran ou en série, il faut s'en contenter. Et alors déjà ça, pour moi c'est non. Si je suis privé de manger pendant un mois et qu'on vient me sortir un joli étron posé dans une toute petite mignonne assiette en argent, je ne vais pas le manger pour autant. Et je ne vois pas pourquoi ce serait différent avec un produit culturel. Maintenant, on va également écarter un autre point de dissonance de la série, le casting inclusif. Ça a fait beaucoup parler, personnellement je faisais partie des personnes sceptiques, et ça je l'assume pleinement, mais si j'étais sceptique, j'avais quand même un petit côté positif de ma personne qui disait « Attends, on va voir, ça se trouve, ça va être super ». Bilan, de mon point de vue, ce casting inclusif est complètement raté, c'est extrêmement mal fait. Quitte à être inclusif, chez les humains du Sud-Est, donc sur la partie orientale du monde, pourquoi ne pas avoir pris des acteurs orientaux? C'est le choix qu'avait fait Peter Jackson dans la trilogie. Là, au lieu de ça, on se retrouve avec un village où on nous présente une paysanne, a priori, noire de peau. À côté de ça, il y a quelques personnes aux traits asiatiques qui sont en nombre très limité, 3-4, et le reste c'est que du blanc. Pourquoi ne pas assumer de vouloir montrer quelque chose de vraiment diversifié, au lieu de faire une espèce de mélange qui ne rime à rien? Dans l'œuvre de Tolkien, dans le Silmarillion, quand les humains arrivent de l'Est, ils précisent bien que certains ont la peau plus brune, ou la peau un peu jaunâtre, ou le teint jaunâtre. On a vraiment une description des personnes qui viennent du Moyen-Orient, voire d'un peu plus bas de Nord-Afrique. Pourquoi ne pas avoir saisi cette main tendue par l'œuvre originale pour poser enfin une nouvelle vision de ce que pourrait être un monde d'heroic fantasy. De la même manière chez les nains, je trouve ça encore plus incohérent. Alors déjà, il faut qu'on m'explique l'intérêt pour des personnes d'avoir la peau noire quand on vit sous terre. Ça, on m'en fera pas démordre, ça n'a aucun sens. De plus, on voit quelques personnages à la peau noire, il n'y a pas de personnages métissés. Et on a du coup une multiplicité ethnique au sein d'un peuple, mais qui ne semble pas se mélanger.
Pourquoi ? Je suis désolé, mais pour moi, ça ne fonctionne pas. Et c'est vraiment dommage, parce qu'à côté de ça, le couple Durin-Disa fait partie des éléments qui fonctionnent extrêmement bien dans cette série. La reine a du charisme, elle impose. Chez les elfes, c'est pareil. Pourquoi ne pas avoir proposé une faction un peu arabisée qui serait déportée vers l'Est à des moments quelconques? Dans le Silmarillion, on sait qu'il y a des tribus d'elfes qui partent et qu'on ne revoit pas. Donc pourquoi ne pas avoir présenté justement des elfes qui se seraient accoutumés à un autre environnement, qui auraient eu la peau brunâtre et qui auraient pu envoyer un émissaire vers le nord après avoir vu des signes pour le moins inquiétants. Et là, on aurait eu un aspect d'arrondir qui aurait été vraiment logique et qui aurait surtout expliqué pourquoi c'est le seul elfe à la peau sombre de tout le scénario. Tous les autres sont blancs. Encore une fois, d'un point de vue cohérence, j'ai vraiment du mal à rentrer dans cet univers qui nous est présenté. Enfin, les pieds velus. De mon point de vue, c'est la bouffée d'air de cette série. Toutes leurs séquences justifient, à mon sens, le visionnage. D'ailleurs, sans eux, je pense qu'il n'y aurait pas vraiment grand chose à sauver des 8 épisodes. La diversité y est bien représentée, les personnages sont attachants. On s'attendrait à avoir une peuplade de ce type si on prenait une peuplade nomade de chasseurs-cueilleurs, et même anthropologiquement, il y a plein de choses très intéressantes sur leur organisation, leur façon d'être. Bref, pour moi, c'est une très très grande réussite. Maintenant, on va passer à la série en elle-même. Si vous continuez à regarder cette vidéo après ça, je considère que soit vous avez vu la série, soit vous ne voulez pas la voir et vous vous en moquez, soit vous vous êtes endormi et vous n'entendrez pas la suite. Bref, vous avez compris, ça va spoiler à partir de maintenant. Première chose, si vous êtes lecteur de Tolkien, cette série n'est pas faite pour vous. Mais genre, elle est pas faite du tout pour vous. L'histoire telle qu'elle est racontée ne respecte en aucun cas le lore. Elle ne respecte en rien l'univers qui a été créé par l'auteur. Les personnages n'ont pas la même personnalité, le contexte est différent, la géographie n'est pas la même, ou alors il y a certaines choses qu'il va falloir éclaircir d'un point de vue temporalité. La géopolitique d'une manière générale est intégralement différente. Bref, la seule chose qui reste de l'œuvre originale, ce sont les noms des personnages. Les enjeux sont complètement mis de côté en lieu et place d'une scénarisation bancale qui, je trouve, ne fonctionne pas, même en interne à la série. Pourtant, en soi, le scénario, il n'est pas très compliqué. Alors je vais commencer par ce qui va dans cette série. Et bon, mais ça va aller vite, on va parler des pieds velus. Les pieds velus, comme je l'ai dit avant, c'est le gros point fort. Les moments sont vraiment beaux, poétiques, l'histoire de leur vie nomade et de leur tradition est vraiment belle. À chacun de ces passages, j'ai vraiment eu l'impression d'enfin être retourné en terre du milieu. L'identité de l'étranger, qui bien que toujours non dite, semble être Gandalf, fait partie d'un des changements majeurs vis-à-vis des livres. Mais là, à la limite, j'ai envie de dire, pourquoi pas, ça crée une surprise, ça crée un étonnement, et c'est pas forcément complètement déconnant. La révélation des pouvoirs du personnage est un moment qui est vraiment saisissant, les espiègleries des hobbits sont toujours bienvenues, et je mets un petit coup de cœur pour le chant de Poppy, qui n'est pas sans rappeler la beauté du chant de Pipin, chanté à Minas Tirith. Bon, eh bien, on passe à ce qui va pas. Ah oui, je vous l'ai dit, ça fait pas beaucoup. Hein. Les humains du village du sud, comme c'est moyenâgeux et que ce sont des paysans, ils sont sales. C'est sûrement parce qu'ils sont pauvres, et il n'y a pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est qu'il aurait pu y avoir un effort de fait, au moins pour marquer une différence avec ce qu'on voit dans le Seigneur des Anneaux, qui est censé se dérouler bien plus tard. Il y a un choix qui est fait sur Numénor de montrer une cité un peu antique, pourquoi ne pas avoir fait la même chose pour ces tribus-là? Les nains, ce sont des nains. Finalement, ils sont relativement anecdotiques, tant et si bien qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à en dire. On peut tout de même soulever qu'en amont de la Moria, il n'y a aucune forme de garde, ils sont plutôt sereins, puisqu'ils attendent que les personnes viennent frapper à la porte. Il est également aussi à noter le refus du père de Durin, qui s'appelle également Durin, ce qui montre que finalement les showrunners n'ont pas compris grand-chose au monde de Tolkien, mais bon ça à la limite passons, refuse que son fils creuse plus loin pour aller chercher du mithril, minerai qu'ils viennent de découvrir, et il refuse ça parce que ce serait dangereux. Une fois encore, dans l'Heroic Fantasy, ils ont oublié l'aspect héroïque. Les elfes sont dégueulasses. Je suis désolé, j'ai pas d'autres mots. Ils ne ressemblent à rien. On dirait des chanteurs ratés de la fin des années 70, début 80. Les dialogues sont pathétiques, la pseudo-prose est nulle, on a l'impression qu'ils vont se mettre à pleurer à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche. L'histoire sur la nécessité du mithril, parce que sinon leur lumière disparaîtrait, c'est nul. C'est nul. Ça n'a aucun sens. Chez Tolkien, les dieux existent. Et d'ailleurs, des elfes ont côtoyé les dieux, les hauts elfes de lumière, qui ont connu la lumière des arbres. Et parmi eux, Galadriel. L'immortalité des elfes, elle est divine. Ils sont immortels, de corps
et d'esprit, parce que c'est comme ça qu'ils ont été créés par Iluvatar. Point. Il n'y a pas d'histoire de je ne sais quel minerai qui pourrait les soigner, parce que sinon ils vont mourir. Comme je vous le disais, il n'y a pas grand chose à voir entre l'œuvre de Tolkien et l'œuvre qui est présentée ici dans cette série. On passera évidemment sur Elrond et Celebrimbor qui se baladent en robe de chambre sans armes et sans garde en Terre du Milieu, alors que ce sont quand même des personnalités majeures. Les aspects en termes d'âge sont complètement foireux également. Certains paraissent vieux, c'est le cas de Celebrimbor, d'autres paraissent extrêmement jeunes, c'est le cas de Elrond, qui en effet est un petit jeuneau de 3000 ans à ce moment-là de l'histoire, et on parlera même pas de Galadriel, qui est techniquement le personnage que l'on voit dans cette série, qui est le plus ancien. À cela, il faut ajouter l'acuité visuelle sans pareil dont font preuve les gardes dont Arondir dans le sud, puisqu'ils ne voient pas, en ligne droite depuis les villages qu'ils surveillent, que des gens sont en train de creuser un fossé en direction d'un volcan en déboisant des milliers d'hectares. Quand Arondir va les prévenir qu'il a buté un orc, on lui dit que non, c'est bon, la garde elle est finie, alors que lui il vient de se fighter. Et oui, encore une fois, dans Heroic Fantasy, ils ont appliqué l'aspect héroïque, et c'est d'autant plus ridicule que lorsque l'on retrouve enfin les gardes, toute la forteresse, ils se sont fait faire prisonniers par les orques. Héroïque. Et c'est tout le problème de cette série. Tout est construit de sorte que le scénario puisse se dérouler bêtement, peu importe que l'action nécessaire soit dépourvue de logique, peu importe que l'action soit complètement stupide. Ah bah tiens, d'ailleurs, en parlant de choses stupides, on va prendre un autre exemple, le fort des elfes. C'est le seul bâtiment elfique de toute la série que l'on voit complètement décharné et en ruine. Quand les humains rentrent à l'intérieur, tout est défoncé. Pourtant, ils ont l'air d'être là depuis plus de 70 ans, puisqu'on dit que Arondir est arrivé à peu près à ce moment-là. Donc c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Pourquoi ils ont laissé tout se délabrer? Ils n'ont pas eu le temps d'envoyer 2 maçons sur ce laps de temps absolument énorme? Mais évidemment qu'il faut qu'elle soit abîmée la forteresse. Et évidemment qu'il faut qu'il y ait une cordelette qui entoure la tour. Parce que s'il n'y a pas cette cordelette, Arondir ne peut pas faire une légolasserie et détruire le bâtiment avec une seule flèche. Sérieusement. Est-ce que c'est pas le fort de garde le plus claqué de tous les forts de garde qui puissent exister? Le truc peut se faire détruire en un coup. On n'évoquera pas non plus le fait que cette forteresse elfe soit en fait un barrage qui s'ouvre avec une putain d'épée démoniaque. Quel est le sens? Et il y a tout un tas d'autres problèmes qui sont liés à la construction du monde, mais également au déroulé du scénario. Si l'on prend Numénor, dont les habitants ont peur que les elfes viennent leur voler leur travail, ils ont peur que les elfes viennent leur voler leur travail. Ils nous volent notre travail. Ils nous volent notre travail. Volent notre travail. Nous le volent. Et le pire à mes yeux, c'est la révélation finale, à savoir que Halbrand et Tanadin Sauron. Je suis désolé, mais ça, c'est un mindfuck total. Et ça, c'est même pas le pire, parce qu'on nous le présente comme l'héritier, comme le descendant d'une lignée royale dont il porte un sceau, et ce sceau, il est reconnu par les villageois, et notamment par Bronwyn, qui reconnaît le sceau de la maison royale. Seulement, à la fin, au dernier épisode, Galadriel découvre que c'était un mensonge, surprise, et d'ailleurs, pour le coup, vraiment surprise, parce que c'est tellement con que personnellement, je me suis dit que c'était pas possible que ce soit Sauron, la lignée est éteinte depuis 1000 ans. 1000 ans. Vous vous rendez compte de ce que ça fait 1000 ans? Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Regardez, on va faire un petit exercice ensemble. Si je vous montre ça, qu'est-ce que c'est? Attention, je laisse quelques petites secondes. Poum 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 poum. Alors, qui a reconnu? Les plus historiens d'entre vous auront reconnu, oui, le sceau de Louis XI. Je pense que la très grande majorité d'entre vous ne l'auront pas du tout calculé. Pourtant, on parle d'un roi dont le règne a pris fin il y a 640 ans, que nous sommes aujourd'hui dans une société qui éduque ses enfants, ses jeunes, qui fonde l'histoire. Pour autant, qui est capable de reconnaître ce sceau d'un de nos rois de France? Personne. Alors expliquez-moi comment Bronwyn, qui est une paumée au milieu d'un village paumé dans une zone paumée, où je ne pense pas qu'il y ait spécialement d'université ou de conservation d'archives, arrive à reconnaître ce sceau d'un roi qui a disparu il y a plus de 1000 ans. La vidéo commence à être longue, donc je vais m'arrêter là pour la série. Je pourrais refaire, je pense, 2 vidéos complètes de 20 minutes sans aucun problème en démontant chacun des points pour montrer que non,
Cette série n'est pas bien, elle n'est pas bien par sa réalisation, elle n'est pas bien par ses costumes, elle n'est pas bien non plus par sa scénarisation, je dirais même qu'elle est catastrophique sur ce point-là. Globalement, il n'y a rien qui explique que ça puisse se foirer autant, si ce n'est un point, et ce point, c'est un point juridique. Lorsqu'Amazon a acquis les droits du Seigneur des Anneaux, ils ont acheté les droits du Seigneur des Anneaux, qui n'est pas la série que nous avons aujourd'hui. Je vous montre quelque chose. Hop là. Tout ne va pas passer à l'écran, mais en gros, cette pile... Oula, je vais tout faire tomber. Cette pile, c'est l'œuvre aujourd'hui éditée de Tolkien. Amazon, ce qu'ils ont acheté, c'est ça. C'est la trilogie du Seigneur des Anneaux. Il se trouve que, à la fin du Retour du Roi, il y a quelque chose qui s'appelle des appendices. Dans ces appendices, on trouve des éléments historiographiques sur le monde de la Terre du Milieu, dont ça. Ça, comme vous voyez, ce sont les 1, 2, 3, 4, 5 pages qui concernent le Second Âge. Et ce sont ces 5 pages dont dispose Amazon pour faire son histoire. Et je ne parle pas sur le fond, je parle juste sur la forme. Il dispose des noms de ces personnages, mais pas de leurs traits, s'ils ne sont pas racontés. Il ne dispose pas non plus de tout le contexte raconté dans le Silmarillion, dans les Contes perdus, dans les Contes et légendes inachevés, dans les Laits du Beleriand, dans les Enfants de Hurin, et ainsi de suite. C'est quelque chose dont Amazon n'a pas acquis les droits. Ils n'ont en conséquence pas le droit d'adapter ces histoires. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec une histoire qui n'est pas celle des livres, un monde qui n'est pas celui des livres, des personnages qui ne sont pas ceux des livres. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un grand nombre de personnages qui n'existent pas normalement, beaucoup plus que ce qui avait été fait pour la trilogie du Seigneur des Anneaux et même pour la trilogie du Hobbit. Et surtout, on a une qualité d'écriture qui a des années-lumière de ce qu'ont pu proposer Tolkien et son fils. De mon point de vue, c'est juste mauvais. Même les décors grandiloquents annoncés sont corrects, mais sans plus. Les plans larges sont finalement très restreints. Cinématographiquement, il y aurait beaucoup de critiques à faire aussi. Il y a beaucoup de plans serrés, les FX ne sont vraiment pas terribles, et heureusement que la musique vient quand même relever un peu le niveau. En même temps, si tu demandes à quelqu'un de te faire des spaghettis à la bolognaise, et que tu lui dis tu n'as pas le droit aux spaghettis, tu n'as pas le droit à la sauce tomate, et que le gars est pas cuistot, je suis pas sûr que ton repas soit très agréable à la fin. Lorsque l'on sait que cette série a eu un budget bien supérieur à la trilogie de Peter Jackson, ça laisse dubitatif. Peter Jackson a eu 285 millions de dollars pour les 3 films, là il y a eu 465 millions de dollars pour les 8 épisodes. De manière apaisée, je serais curieux de savoir ce que vous en avez pensé, vous, dans les commentaires, et en attendant, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, journée, matinée, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, je vous fais des bisous, et à bientôt.